Stadium in Timaeum est l'un des manuels du pythagorisme esthétique de la Renaissance dont l'importance ne peut plus être méconnue. Ficin en écrivit une première version qui est perdue de très bonne heure, dès 1457, et une seconde autour de 1483 qui corrigea encore en 1492. La disparition du premier traité nous prive d'un témoignage précieux sur la manière dont Ficin abordait à ses débuts les problèmes d'exégèse scientifique. L'interprétation mathématique de l'espace était alors en pleine vogue sous la double action de Brunelleschi et de Paolo del Pozzo Toscanelli. L'étude du timé était depuis des siècles le fondement de l'esthétique mathématique. Ficin l'avait-il déjà porté sur un plan moderne par l'exposé de la proportionalitas. Le commentaire que nous possédons rappelle comment les figures géométriques et les proportions simples règlent la participation du sensible au règne des formes pures. Pythagore et Platon ont conçu dans le monde un ordre triple de formes intelligibles, facies, figures, figurae, et de nombres, numeri. Les aspects répondent aux figures qui se résolvent à leur tour en nombres. Ces principes directement tirés du texte antique conduisent au chapitre capital où il est traité de l'essence mathématique, de la réalité physique. Platon a parlé de la science mathématique comme de la porte de toute discipline libérale. Pour le confirmer, Ficin dressa une sorte de tableau de la science platonicienne au XVe siècle, où il est bien révélateur de trouver mentionné le nom d'Alberti. Il faudrait longtemps pour faire aujourd'hui le compte de tous ceux qui, à notre époque, ont pris la voie des mathématiques et atteint le terme souhaité. Nous savons que Pierre Léone de Spolète a pour le plus grand bien des mathématiciens pénétré non seulement les interprétations aristotéliciennes, mais encore celles de Platon. Et à Florence, Léon Battiste Alberti, prenant appui sur les mêmes disciplines, a publié un ouvrage magnifique sur l'architecture, et notre ami Francesco Berlinguieri n'a-t-il pas composé sur une base mathématique son traité de cosmographie en vers? Nul ne doit donc se troubler de ce que Platon semble déduire sur un monde pythagoricien, la réalité physique des principes mathématiques. La première édition florentine du De Rea Edificatoria date de 1485. Ficin s'empresse de le citer comme un exemple essentiel de la méthode platonique et pythagoricienne. Avec les œuvres, pour nous obscures, du médecin de Laurent de Médicis et les poèmes didactiques du géographe de l'Académie. Cette mention est destinée à établir que le système néoplatonicien peut et doit absorber toutes les spéculations contemporaines. Il est seul apte à en apporter la justification métaphysique. Le nom d'Alberti s'imposait d'autant plus que le paradigme de l'architecte avait la place de choix que l'on sait dans l'enseignement de Ficin. L'édifice, réalisation concrète de l'idée, n'est compris et goûté que par qui sait y lire et y retrouver intégralement la présence de la notion idéale dont il est issu. Bref, par qui sait percevoir l'intelligible dans le sensible. Il n'en va pas autrement avec l'œuvre de Mundi Visibilis Architectus. Elle ne s'explique point par les détails, mais par le jeu de l'ensemble. Le timé nous apprend qu'il faut le considérer d'abord au niveau de l'anima mundi, qui porte en quelque sorte à la structure mathématique des choses. La déduction des formes et de leurs propriétés est naturellement très complexe à l'intérieur d'un cosmos unique, sphérique et animé d'un mouvement circulaire. La seule introduction des 4 éléments, au-dessus de la Lune, au-dessous de la Lune et sur la Terre, multiplie déjà les rapports qui s'expriment par la contrariété ou l'harmonie. L'exposé en a été donné dans la théologie platonicienne. L'essentiel est maintenant d'épuiser la méthode pythagoricienne. Et Ficin rappelle comment, parmi les relations numériques fondées sur la division par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, qui trouvent leur emploi dans l'univers visible et invisible, la division pentamère convient à l'âme du monde, parce qu'elle exprime bien sa fonction centrale, le 5 étant toujours au centre des partitions de 10. 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, et ses relations avec les 5 étapes de l'être, étages de l'être. Mais les propriétés caractéristiques de l'âme et du monde sont aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Non seulement l'âme se détermine par les nombres, mais aussi par les figures. Ainsi, elle apparaît incorporelle par le nombre et révèle par les figures son orientation naturelle vers les corps.
Les deux ensembles où s'exprime la structure mathématique de l'univers seront donc la gamme musicale qui enferme le système des proportions arithmétiques et la série des 5 corps purs symboles de la géométrie pythagoricienne. La géométrie répond à la musique, l'analogie merveilleuse de l'espace et du temps et le principe même de la cosmologie esthétique. Par un paradoxe qui lui est propre, Ficin est toujours amené à célébrer en termes d'harmonie musicale la beauté de l'univers qui est avant tout une merveille optique, et il élucide les raisons de cette comparaison inéluctable entre la structure, c'est-à-dire l'âme de l'univers, et la musique. Celle-ci est nombre et mouvement. Par le nombre, elle signifie l'ordre rationnel, par le mouvement, la puissance de la vie, qui s'exprime sous leur forme la plus parfaite dans l'univers. L'accord musical est pour ainsi dire vivant. Il est rationnel, efficace, il est ce qu'il y a de plus semblable, de plus agréable à l'âme constitutive des choses. Il les maintient, il les meut. Aussi notre Platon a-t-il surtout décrit l'âme qui active, maintient et meut toutes les choses de la nature comme constituées par les nombres et les rapports musicaux, et non pas par des valeurs mathématiques fortuites, comme on le prétend indûment, mais par leur rapport métaphysique. On peut, conformément à une vieille tradition, rapporter aux expériences de Pythagore et à la lyre conçue par Mercure pour Orphée, la théorie des intervalles musicaux qui illustre le schéma du triangle d'harmonie. Le 1 au sommet, 3, 2 à l'étage inférieur, suivi par 9, 4 et 27, 8. Tous les tons et tous les accords s'en déduisent, mais la gamme de la musica instrumentalis est moins ici en cause que les intervalles harmonieux des sphères, la musique cosmique, qui en est la condition supérieure, comme l'ont répété tous les philosophes pythagoriciens de Boès à Polytien lui-même. Tout l'enchantement, toute la signification de la musique viennent de ce que nous percevons à travers elle de l'univers total qui nous enveloppe, ex hoc imaginatorio, collectis anima vultu, qui se trouve si spectaculairement distribué dans l'espace. Après les tons ou rapports simples, on déduit des mêmes principes ce que l'on nomme d'un terme aussi élégant qu'approprié proportion ou égalité de deux rapports. Il y en a 3 sortes, arithmétique comme 5 entre 3 et 7, géométrique comme 3 neuvième et 9 27e, harmonique comme 3, 4, 6 ou les différences particulières. 6 moins 4 égale 2, 4 moins 3 égale 1, soit 2 sur 1, donc tous les mêmes rapports que le premier au dernier terme. 6 sur 3 égale 2 sur 1. Ces combinaisons de plus en plus complexes conviennent à l'âme, car elle aime les rapports multiples et aussi ceux qui contiennent des nombres fractionnaires. Super particulares. Dans l'ordre géométrique, le point de départ est fourni par la correspondance des éléments avec les figures mathématiques primitives, le feu avec la pyramide, la terre avec le cube, l'air avec l'orcataèdre, l'eau avec l'icosaèdre, le dodécaèdre s'accordant avec l'univers tout entier, puisqu'il a 12 faces, comme il y a 12 sphères et 12 figures du zodiaque. Ficin ne fait ici que résumer Platon, après avoir souligné, comme on vient de le voir, l'actualité de cette doctrine. Une figure géométrique est à part et se trouve pourvue de propriétés métaphysiques remarquables. Le cercle, prima et ultima figurum, parce qu'il ne contient qu'une ligne et parce que la division de toutes les figures les ramène à lui. Ainsi dit Ficin l'intelligence qui est la première puissance issue de Dieu, fait briller dans le miroir de la nature son visage intellectuel, intellectualis vultus, c'est-à-dire l'ordre absolu qui est la fin de l'univers et où les formes naturelles accèdent graduellement, ce qui définit avec force l'idéal de la beauté intelligible. Si chacun de ces thèmes se retrouve au départ dans la République, où le Timée, la construction de Ficin n'est rien moins qu'une restitution correcte du platonisme, c'est même dans cette cosmologie esthétique que la déviation s'accuse le mieux. Une lettre de 1477, qui est une sorte d'abrégé de la doctrine, montre bien ce qu'il en est. Les nombres, les figures et les raisons des mouvements concernent plutôt la pensée que les sens extérieurs. Par leur étude, l'esprit ne se détache pas seulement de l'appétit corporel, mais aussi des sens. Il se tourne vers la réflexion intérieure. Tel est en effet l'ordre platonicien dans la perception de ces objets. L'arithmétique conduit à la géométrie à la stéréotomie à l'astronomie, c'est-à-dire à la musique.
Les nombres sont en effet antérieurs aux figures. Les figures planent au solide. Ceux-ci viennent avant les corps en mouvement. La gamme et les rapports des sons supposent le mouvement. La perfection mathématique n'est pas un au-delà de l'univers. Elle en constitue le réseau intelligible et harmonieux. Reliant tous ces aspects, elle en est l'intériorisation. Dans une lettre enthousiaste de ses débuts, Ficin avait même esquissé comment cette harmonie intérieure à l'univers et à l'âme est en somme la clé de tous les arts. Elle se propage de proche en proche, elle réside d'abord dans la raison, puis dans l'imagination, ensuite dans le discours, le chant et le jeu des instruments, enfin dans les mouvements de la danse. Et cette musique que l'on voit ainsi s'emparer progressivement du corps humain, tous les créateurs s'en inspirent dans leurs œuvres, orateurs, poètes, peintres, sculpteurs, architectes. Il manque à cet enseignement fondé de manière si explicite sur la méditation de l'espace céleste une théorie de l'espace terrestre, et l'on ne peut s'empêcher de songer que la science neuve de la perspective permettait aisément, après Alberti, d'en exposer les propriétés musicales. Ficin en est resté aux généralités métaphysiques, mais ses affirmations essentielles, l'analogie clé des mathématiques et de la musique, s'accordent assez avec les préoccupations de l'art contemporain pour que le commentaire au timé puisse passer pour leur justification et leur arrière-plan spéculatif. Il coïncide sur deux points remarquables avec les traités et les expériences. Le spectacle du monde n'est pas un chaos. L'espace confus de la sensation peut se ramener à un ordre objectif et mesurable. Et ce réseau objectif est fait pour l'esprit. La rationalisation de l'expérience par la loi mathématique est une intégration métaphysique du réel. La grande loi qui tend et organise le cosmos est celle de la consonantia des formes visibles et invisibles. Le monde est le règne de la concordia discord. Il ne peut y avoir d'autres significations et les néoplatoniciens n'en cherchent pas d'autres. Mais c'est par là que la fonction centrale de l'âme s'identifie plus que jamais avec l'activité esthétique. Les idées qui gouvernent l'univers résident dans l'œuvre d'art qui épure le sensible et l'ordonne à la beauté dont l'âme a le pressentiment grâce aux formes symboliques de la géométrie et de la musique. La physique du timé concorde, selon Ficin, avec les recherches d'Alberti. La physiologie du corps humain, dont il est question à la fin du commentaire, concorde avec celle d'un humaniste comme Bartolomeo Fronzio, ou de médecins comme Georges de Chypre. Il ne s'agit que du système des humeurs et de la résonance des organes aux effets universels. Platon ne traite pas ici de la beauté, et Ficin en avait longuement parlé ailleurs. C'est dans le Convito qu'il avait en effet prêté à Carlo Marsupini un exposé sur le problème du canon idéal, montrant ainsi qu'il n'ignorait rien des questions à la mode. Il y faut ordo mise en place, modus mesure et specie ornement, chaque partie du corps étant à sa place naturelle, les deux oreilles par exemple à égale distance des yeux. Mais ce juste écart qui répond à la mise en place ne suffit pas sans la mesure des éléments qui donnent à chacun son ampleur moyenne, en fonction de la proportion générale du corps. Ainsi, 3 nez égale la longueur de la face, la somme des demi-cercles des oreilles égale le cercle de la bouche ouverte, comme la somme des sourcils. La longueur du nez égale celle des lèvres et également celle de l'oreille. Les deux cercles oculaires égalent l'ouverture de la bouche. La hauteur du corps est de 8 têtes. L'extension latérale des bras, celle des jambes et des pieds font la même longueur. Enfin, nous considérons l'ornement comme nécessaire, c'est-à-dire que le dessin habile des lignes des rides, l'éclat des yeux relève cette mise en place et cette mesure des éléments. Ce sont là des rapports spirituels présents dans la matière, où la beauté ne peut pénétrer sans eux, car ils assurent l'équilibre des formes physiques et les rapprochent ainsi du ciel. Une allusion à la gamme musicale complète cette présentation. Le canon idéal n'est que l'adaptation à l'échelle humaine des rapports fondamentaux du cosmos. Le schéma harmonique de l'espace et celui du corps humain sont toujours parallèles. Cette analogie, au demeurant traditionnelle, vient à sa place pour fermer en quelque sorte la cosmologie esthétique de Ficin. Comme ceux qu'avaient proposé Ghiberti et Léon Baptiste, ce canon n'est guère qu'une nouvelle variation sur le modèle classique transmis par Vitruve. Le sage de Careggi ne fait aucun effort d'originalité, mais ce n'est pas pour surprendre. L'affirmation des lois mathématiques de la beauté ne conduit pas à interroger la nature, mais à recommander les formes antiques où elles se trouvent déjà interprétées. De même qu'en intériorisant la beauté, il ne cesse pas de la croire objective et ne tient pas compte des variations individuelles que même Ficin
ignore ici le conflit possible de l'expérience personnelle et des exemples antiques. Son code esthétique identifie instinctivement par une hyperbole doctrinale qui impressionnera toute la Renaissance l'idéal mathématique, la représentation de l'intelligible et l'imitation humaniste. La consonantia d'origine mathématique fait la beauté du monde dans la mesure où il est gouverné par anima, elle est mystérieusement subordonnée à l'ordre de mens qui ravit toute chose par la lumière. Leur action est parallèle. Les figures géométriques, et si l'on veut les solides stéréotomiques qu'elles inspirent, apparaissent à la fois comme condition de la représentation et comme ces objets privilégiés, principe de la beauté pneumatique. La lumière intervient également comme agent nécessaire de la vision et comme la plus pure manifestation de l'intelligible dans le visible. Les formes mathématiques expliquent tour à tour l'harmonie de certains intervalles et la supériorité des corps purs. De même, l'énergie lumineuse s'exprime aussi bien dans le rapport changeant des ténèbres et de la clarté que dans les aspects de la couleur, plus facile à isoler. Dans un épître à Cavalcanti, qui est une comparatio orfica du soleil et de Dieu, Ficin expose comment la lumière, qui est en soi monochrome ou unicolore, peut engendrer les diverses couleurs. Autant il y a dans les objets complets d'espèces de couleurs, autant la lumière distingue en soi-même d'idées de couleurs. Au plus bas degré, où elle se voit communicable, il y a l'idée du noir, Niger, au second l'idée de brun, Fuscus, au troisième celle du jaune foncé, Flavus, au quatrième celle du bleu sombre et du vert, Caeruleus et Viridis, au cinquième celle du bleu ciel et du vert marin, Coelestis et Glaucus, au sixième celle du rouge foncé, Rubeus plenior, au septième celle du rouge clair, Rubeus clarior, au huitième celle du jaune safran, Proceus, au neuvième celle du blanc, Albus, au dixième celle du transparent ou du brillant, Limpidus sive nitidus, au onzième celle du resplendissant, Splendidus, et finalement celle de la splendeur, Splendor. Ces 12 degrés se fragmentent dans la multiplicité des objets particuliers, mais ils procèdent d'une puissance unique réfractée à travers les étages des cieux. Cette gamme chromatique est peut-être une invention originale. Elle se distingue également des 4 couleurs fondamentales de Platon, les 7 tous traditionnels de la scolastique. Des 7 tons traditionnels de la scolastique. Elle est remarquable par l'importance des blancs et exprime la hiérarchie des couleurs en fonction de leur luminosité, en confondant, comme tous les traités anciens, valeurs lumineuses et tonalités chromatiques. Ce classement établi en fonction de la beauté et de l'analogie spirituelle peut être complété par la déduction magique, c'est-à-dire scientifique des couleurs que l'on trouve en particulier dans le De Vita. Elle introduit quelques variations dans le vieux schéma aristotélicien qui fait correspondre le rouge au feu, le bleu à l'air, le vert à l'eau et le brun à la terre. 3 couleurs sont à la fois universelles et particulières, le vert, l'or et le bleu, en rapport avec les 3 grâces du ciel, le vert avec celle de Vénus et de la Lune, étant humide, l'or du soleil, nul ne doute qu'il ne soit une couleur, et qu'il ne soit pas non plus étranger à Jupiter et à Vénus. Le bleu saphir, enfin, nous le rapportons de préférence à Jupiter. Ce sont les 3 couleurs dont il faut envelopper la sphère du monde, pour des raisons de convenance symbolique, qui n'intéressent plus la théorie du beau, mais le choix reste significatif, car Ficin, associant toujours la physiologie à la magie et relevant celle-ci par l'idéal pneumatique, prononce dans un chapitre intitulé « De la conversation des vieillards sous le signe de Vénus » dans les prés verts, un curieux éloge de cette couleur qui a toutes ses préférences. Promenons-nous dans la verdure en nous demandant pourquoi la couleur verte est favorable aux yeux plus que toutes les autres et donne une saine délectation. C'est finalement que les regards sont naturellement faits pour la clarté et aiment la lumière, mais sous une forme fugitive et facile à dissiper. Le regard aspire à jouir de la lumière, mais en se déployant à travers l'élément ami sans s'y perdre. Toute couleur où il y a plus de ténèbres, c'est-à-dire de noir que la lumière, ne lui permet pas de s'étendre et le rayon visuel n'y trouve pas plaisir à son gré. Mais quand il y a plus de couleurs éblouissantes que de noir, il se répand trop largement et une volupté invisible le disperse. Ce dosage méticuleux et sensible révèle assez bien les complexités de l'analyse esthétique à la Renaissance.